Alors, il faut savoir que la géométrie, l'idée de la géométrie a commencé chez les Grecs, dans tous les peuples, avec les objets simples, limités par des segments de droite, les triangles. Alors, le cercle, les Grecs voyaient ça comme l'intersection d'un plan avec un cône. Donc ça donne des ellipses, hyperboles, etc. C'est le plan. Et quand Euclide, c'est lui le premier qui a essayé de créer une axiomatisation de la géométrie. On prend la géométrie plane. Alors son problème, c'était de définir qu'est-ce que c'est qu'un point. Il disait un point, c'est un objet de ce qui n'a pas de partie. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous reprochent ça parce qu'on ne donne pas une définition par la négation. On ne sait pas que c'est qu'une partie, mais c'est intuitif. Et puis il dit qu'une droite est générée par un point. Il dit que c'est un objet qui a à peu près, disons, une longueur qui n'a pas de largeur. Le point n'a pas de longueur, ni de largeur, ni de hauteur. En fait, donc, le point n'est plus un objet, mais c'est un emplacement. Une place occupe un objet. La droite a une longueur, n'a pas de largeur. Et le plan a une longueur et une largeur, on n'a pas d'épaisseur. Ça veut dire que le plan n'a pas de dessus-dessous. Parce que pour avoir dessous-dessous, il faut une épaisseur. Hein, si vous le mettez comme ça, il n'y a pas de devant ni arrière. Donc c'est pourquoi très souvent, quand on donne un cours, on dit à droite d'un point. Alors c'est notre droite. Il faut savoir que quelquefois les étudiants nous regardent, pourquoi il dit continue à droite, et puis il met comme ça. Parce que l'étudiant qui dit droite, c'est de faire comme ça. Mais cela supposé que le plan a un avant et un arrière. Le plan n'a pas ça, n'a pas d'épaisseur. Voilà. Avec l'axiomatisation maintenant, je vous donne quelques axiomatisations. Alors, j'en prends seulement les plus importants. Parce qu'après, Hilbert a donné une axiomatisation de notre plan intuitif, avec des notions de continuité, etc. Mais tout ce qu'ils ont fait, c'est essayer d'éviter de donner des définitions très intuitives qu'on ne maîtrise pas, comme n'a pas de partie, etc. Et de donner et de lier ça uniquement avec des mathématiques. On commence l'axiomatisation du plan affine. J'ai un plan affine et la donnée d'un triplet. Voilà, bon, ça va. Triplet. G composé avec le P, D, I. Où P est un ensemble P est un ensemble dont les éléments sont appelés points. D est un ensemble dont les éléments sont appelés droite. Et I est une relation. Bon, une relation, ça veut dire que I, il est inclus dans P croix D. C'est-à-dire si on écrit ça petit p et ici D, où P est un point, D est un, on dit que la droite est incidente sur le point ou la droite passe par le point. Donc on fait la différence de l'intuitif qu'une droite est un ensemble de points. Non, une droite n'est pas un ensemble de points. Le plan, il y a les points, et il y a ce qu'on appelle des droites, et il y a des droites qui passent par des points. Vous suivez bien. Voilà. Bon, bien sûr, si on avait comme géométrie, on prend comme point le soleil, la terre, etc., qui sont des points, on peut avoir une géométrie qui lie, comme doctrine de D, c'est le chemin le plus court qui lie le soleil à la terre, donc ça passera que par 2 points, ça ne passera pas une infinité de points. On dit que la droite existe, mais il est incident sur la terre, incident sur le soleil. Alors, vérifiant, qui vérifie les axiomes suivants. Alors,
Premier axiome, quel que soit P1, P2 appartenant à grand P, avec P1 différent de P2, si vous prenez deux points quelconques, alors il existe une seule droite D appartenant à grand D qui passe par ces deux points, c'est-à-dire qui est incident à P1 et à P2. Alors, tel que P1, D appartient à I et P2, D appartient à I. C'est-à-dire que par deux points distincts passe une et une seule droite. Deuxième axiome. Alors, si vous prenez un point quelconque dans l'ensemble des points, et si vous prenez une droite quelconque dans l'ensemble des droites, telle que P ne soit pas incident à D, c'est-à-dire que D ne passe pas par P, alors il existe une unique droite D' appartenant à grand D, telle que P est incident à D', c'est-à-dire passe par D', et il n'y a pas de point entre D et D'. C'est-à-dire que je l'écris sur la forme, n'oublions pas, je vais noter ça. Si j'ai une droite D, je note phi de D, l'ensemble des points P qui appartient à grand P, tel que P est incident à D. C'est-à-dire que si j'ai une droite, je note phi de D, l'ensemble des points par lesquels passe par la droite D. Dans ce cas, P appartient tel que, ici, j'aurai une autre écriture, telle que phi de D inter phi de D', c'est l'ensemble vide. N'oublions que phi de D, c'est un ensemble, c'est un sous-ensemble de P. Hein, c'est les éléments de P qui vérifient. Voilà. Bon, ça, c'est l'axiome de parallélisme. Et quand on parle d'espace affine, ce que nous admettons, le parallélisme. C'est ça qu'on appelle espace affine. Et ça qui a amené des problèmes au niveau de la géométrie, parce que les gens trouvent ça, que cet axiome non nécessairement vraiment intuitif, ce n'est pas évident. Voilà. Et il essaie maintenant, je parle de plan affinant jusqu'à la fin du cours. Voilà. Mais quelquefois, quand il le nie, vous avez deux géométries. Parce qu'une manière de nier, c'est de dire, ou bien vous dites par un point qui n'appartient pas à une droite, parce que je dis passe une et une seule parallèle. Vous dites passe plusieurs parallèles. C'est une manière, vous avez une autre géométrie. Ou bien par, deux droites quelconques se coupent en un point. Et vous avez la géométrie projective. Mais moi, je parle de géométrie affine. Affine, quand je dis affine, donc j'admets le parallélisme. Et puis, troisième axiome, c'est qu'il existe trois points non collinéaires. Donc, il existe trois points, au moins trois points, qui ne sont pas sur une même droite. Sinon, on ne pourra pas parler de plan. Voilà donc, j'ai pris le nombre minimal d'axiomes. Alors maintenant, ce qui reste, c'est trouver des modèles de plan projectifs. Alors ça, je vous dis, quelquefois on fait de la mathématique, on ne se réfère pas ni à la philosophie, ni même à des idées utilisées par des religieux, qu'ils soient chrétiens ou musulmans. Parce que quand vous regardez le livre d'un grand soufi comme Ibn Arabi, il fait beaucoup de mathématiques. C'est quelqu'un qui maîtrisait la mathématique grecque. Hein, parce qu'il est né en Andalousie. Vous le regardez dans tout ça, il parle de cercle, il parle de tout ça. Ces raisonnements, c'est vraiment... Voilà, ceux qui ne le comprennent pas maintenant disent ce qu'ils veulent. Mais pour eux, une chose existe s'il est déjà défini. Terminé. Le reste maintenant, c'est que est-ce qu'il y a un modèle? On donne la définition maintenant. Ce que nous voulons, c'est des modèles de plans projectifs. On peut avoir plusieurs modèles. Ils définissent la lumière. C'est quelque chose qui permet de voir autre chose. Mais la lumière peut nous venir de cet appareil, du soleil, de la lune, hein, d'une lampe, etc. Ça, ce sont des réalisations de lumière. Mais la lumière existe. Voilà.
Et c'est pourquoi il y a certains d'entre eux qui disent qu'on existait depuis l'éternité. Parce que celui qui nous a créé, il est éternel. Mais c'est le modèle, voilà, qui existe quelque part, mais on existe. Bon. Et puis une autre chose pour un peu. Alors, de par définition aussi, Dieu existe parce qu'il est défini. Il est unique de par sa définition, parce que c'est le Tout-Puissant, celui qui a créé tout le monde, etc. Donc s'il y avait un autre Dieu, qui le créerait? Donc de par sa définition, il est unique. Ce qu'on est incapable de faire, c'est de trouver un modèle. Voilà, un modèle de Dieu. Alors, on continue. Ici, le problème maintenant qui se pose, c'est de trouver des modèles. Mais ces modèles, une fois que nous les créons, il faut qu'on respecte la notion de dimension donnée par Euclide. C'est-à-dire que trouver un invariant de manière que la valeur de cet invariant en un point soit égale à 0. C'est-à-dire que le point n'est pas de partie. Que la valeur de cet invariant pour une droite soit 1, pour le plan soit 2. Donc, quelle que soit la généralisation, quels que soient les modèles, ces notions, il faut les respecter. Bon, lui, il avait des problèmes pour définir exactement qu'est-ce que c'est qu'une dimension, parce que c'était lié maintenant à une certaine subjectivité, quelque chose qui n'a pas de partie, etc. Il définit qu'est-ce que c'est une partie. Alors, les méthodes que nous connaissons de plan, d'ailleurs, je voudrais dire ici que ce qui est important ici, d'après cette, quand le plan G est fini, quand G est fini, on a un plan projeté, c'est tout à fait possible, parce que nous, ce qu'on construit, le plan que nous connaissons, c'est R courant R. Mais ça peut marcher si vous avez un corps fini, ça marche. Exactement. Et vous avez une géométrie finie, avec un nombre fini de points. Alors, quand vous avez une géométrie finie, ce qu'on note N, c'est l'ordre de cette géométrie finie, c'est le nombre des points d'une droite. On démontre que toutes les droites ont le même nombre d'éléments. Si une droite a N éléments, toutes les autres droites ont automatiquement N éléments. D'accord. Et je parle d'autres problèmes qui seront posés plus tard, parce que quand vous avez un corps K, le cardinal de K est corps fini. Le cardinal de K est clair. Il s'écrit sous la forme P à la puissance petit k. C'est la puissance de nombre premier. Et ce qui fait l'ordre, et c'est le puissance de nombre que K lui-même constitue une droite, le nombre des points, parce qu'on a l'axe des X, ça sera donc des éléments de K, l'axe des Y des éléments de K. Donc cette géométrie, on a pour ordre N est égal à ça. Et là, une question très intéressante qui n'est pas résolue jusqu'à présent, est-ce qu'on peut avoir une géométrie finie dont l'ordre n'est pas une puissance de nombre premier? Bien sûr, on peut créer une géométrie sans que les coordonnées soient un corps. Les coordonnées peuvent être des anneaux. Mais ces anneaux, c'est prouvé maintenant, enfin, les gens qui utilisent ce qu'on appelle les anneaux de chaîne. Un anneau local, tel que l'ensemble des idiots constitue une chaîne. Alors, curieusement, ce sont ces anneaux que nous avons étudiés pendant longtemps, ce sont les I-anneaux. Exactement, que la plupart des membres de cette équipe ont étudié. Ce sont des anneaux locaux, artiniens, dont chaque idéal est principal. Maintenant, c'est une vogue de créer une géométrie sur ces anneaux finis, et même de développer la cryptographie et la code correcteur d'erreur. Donc, il y a des articles très récents qui parlent de ça. Bon, je continue maintenant. Et puis, l'une de ces géométries finies, je vais revenir sur ça. Alors, quand vous prenez cette géométrie, vous prenez un corps R croix R, les points, c'est ça, c'est exactement cet ensemble, voilà. Appartenant, ici je peux mettre K, un corps quelconque, appartenant à K, les points seront ça. Une droite, hein, je crois, création d'un modèle. Une droite, c'est l'ensemble des points triplés A, B, C, tel que le couple AB soit différent de 0, 0. Il ne peut pas être nul tous deux. Une droite est définie sous cette forme, c'est un triplet. Et dire qu'un point X, Y passe par la droite P, la droite P passe par le point X, Y, la droite B passe par le point X, Y, ceci revient à dire que AX
plus BY plus C est égal à 0, c'est l'équation d'une droite. Tout devient maintenant question d'équation. Et ça, je répète, la géométrie grecque était une géométrie constructive. On construit avec la règle et le compas. Ils ne connaissaient pas ces équations. Ces équations, c'est après Descartes. Voilà, après que les gens ont découvert l'ensemble R. Et quand Descartes maintenant a mis en place le repère cartésien, et que les points sont devenus titres, et puis on a commencé à trouver les équations, mais les Grecs ne connaissaient pas les polynômes. Maintenant, on les travaille comme les Grecs avaient défini. Non, les Grecs, c'était des constructions. Voilà, avec la règle et le compas. Donc ça, c'est récent, donc c'est des temps relativement des temps de... Alors, avec le repère cartésien, maintenant, un point, c'est ça. Et quand vous avez maintenant votre plan, R croix R, les points sont là. Alors, dans le plan, je fais deux choses. Le plan représente d'abord un espace vectoriel. Les droites vectorielles, ce sont les droites qui passent par l'origine. C'est ça, les droites vectorielles. Voilà. Ce sont les droites, ce sous-espace vectoriel de dimension 1. Le plan est de dimension 2. Et maintenant, il peut être aussi considéré comme des droites affines. Je confonds le plan avec l'espace vectoriel. Et un point qui passe par là, une droite qui passe par là, ce qu'on regarde, ça passe par quel point? Ce point A. Et quelle est sa direction? Sa direction, c'est cet espace sous-espace vectoriel. C'est-à-dire que tout point M, je peux l'écrire comme lambda qui multiplie V. V étant ce vecteur. Voilà. Alors, à chaque droite, on associe un sous-espace vectoriel de dimension 1. Et le point, il est associé, parce qu'on ne bouge pas, il est associé au sous-espace vectoriel de dimension 0. C'est le point. Ce qui fait la dimension d'un point, c'est la dimension du sous-espace vectoriel associé. Parce que la notion de dimension en algèbre est déjà connue. Ça nous donne 0. La dimension d'une droite est la dimension d'une droite et la dimension de sa direction, c'est-à-dire le sous-espace vectoriel de dimension 1 associé. Et la dimension d'une droite, c'est 1. Les algébristes donc ont essayé de trouver un modèle en essayant de donner un sens à ce que Euclide appelait partie. Donc ici, c'est une bonne illustration, un bon modèle, où on a associé la notion de partie à un point, qui est sa dimension de l'espace associé, c'est 0, et maintenant une droite, c'est 2, et le plan lui-même, il est associé à l'espace vectoriel de dimension 2. On est bien d'accord. Et quelques problèmes maintenant vont être posés. Et puis, si maintenant le corps est fini, ce qui n'est pas habituel, par exemple, je prends Z sur 2Z, Z sur 2Z comme corps, et je prends le plan Z sur 2Z, croix, Z sur 2Z. Ça me donne ça, 0 bar, 1 bar, 1 bar, 1, 1. Bien sûr, ça c'est le point 1, 1. Ça c'est le point 0, 1. Ça c'est le point 1, 0. Ça c'est l'origine, 0 bar, 0 bar. Donc ça nous donne, voilà, un plan à 4 éléments. Et les droites, ça c'est une droite qui n'a que 2 éléments. C'est une droite qui n'a que 2 éléments. 2 points. C'est une droite qui n'a que 2 points. Ça c'est une droite qui n'a que 2 points. Mais pour terminer l'axiome, si on a 2 points distincts, à part 2 points passe une et une seule droite. Donc il y a une droite qui lie ça. Ça c'est une droite. Mais ces 2 points aussi doivent être liés par une droite. Faites attention, ces 2 droites-là, le dessin de l'effet sont parallèles, parce qu'ils n'ont pas de point commun. Ils ne se coupent pas en un point. On est d'accord. Alors, donc il y a les classes de parallélisme également, contiennent le même, donc les droites ont le même nombre de points, et puis il y a une classe de parallélisme à 2 droites. Bon, le dessin ne le voit pas, mais si vous faites le calcul, quel est le vecteur directeur de ça? C'est ce point moins ce point. Le vecteur directeur, donc ça nous fait 1 moins 0 c'est 1 bar moins 1 bar c'est 0. C'est le vecteur directeur de ça. Le vecteur directeur de ça, c'est
c'est 1, 0, moins 0, 0. Ça nous donne aussi 1, 0. 1 bar. Donc ces deux-là ont les mêmes vecteurs directeurs. Le vecteur directeur de cette droite, c'est 1, 1, moins 1, 0. Voilà. Cette droite a pour vecteur directeur 0, 1. Et ça, son vecteur directeur, c'est 0, 1. C'est bien ça. Moins 0, ça c'est 0, 0. Voilà. Et puis quand vous faites la différence, ça vous donne, alors ici, qu'est-ce que j'ai dit? C'est bien ce 0, 1. Ça vous donne ici 0, ça vous donne 1. Donc on a les mêmes vecteurs directeurs. Cependant, ça, son vecteur directeur, c'est ça, c'est 1, 0, c'est bien ça, moins 0, 1. Bar, 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 c'est ce vecteur qu'on fait comme ça. Et ça nous donnera 1, 1. Parce que moins 1, c'est 1, parce qu'on est dans Z. Par contre, si vous calculez ça, le vecteur directeur, c'est 1, 1, moins 0, 0. C'est toujours 1, 1. C'est le même vecteur directeur. Donc, ces deux droites sont bien parallèles. Hein? Voilà. Alors, donc, la construction de modèles sur un corps fini, qui a commencé avec Fanon, un mathématicien italien, qui a donné encore ce modèle dans le cas affine, qu'on appelle donc le plan fini de Fanon, alors a donné beaucoup, ces derniers temps maintenant, qu'il y a beaucoup de géomètres qui commencent à s'intéresser à la géométrie finie. Là, il n'y a pas de topologie, c'est le combinatoire. Il y a combien de points sur la droite, il y a combien de ceci, il y a combien... Voilà, donc c'est un problème d'analyse combinatoire, une spécialité d'ailleurs de Tao, l'un des médailles Fields. Donc il travaille sur la géométrie finie. Je précise encore avec les étudiants que les axiomes de Cockridge, c'est ce qu'on appelle géométrie. Maintenant, il y a des gens qui étudient des objets qui sont définis par des fonctions analytiques. Voilà, comme les droites, etc. On est en géométrie analytique. Si vous prenez les axiomes, on est en géométrie axiomatique. Si maintenant vous dites, j'étudie des surfaces ou courbes qui sont définies par des fonctions différenciables en utilisant l'outil de l'analyse, de calcul différentiel, on est en géométrie différentielle. Quand maintenant on ne s'intéresse qu'aux courbes ou aux surfaces qui sont définies par des équations polynomiales, on est en géométrie algébrique. Et ça m'étonne quelquefois nos collègues qui font la géométrie différente pour dire que les autres ne font pas. Non, non, géométrie c'est un cas très particulier. Très particulier. La géométrie, c'est l'axiomatique. Les outils utilisés maintenant, donc on dit algébrique, c'est des adjectifs quand même. Analytique, différentiel. Ça n'a rien à voir. C'est la géométrie. D'accord? Bon. Alors, là également, une chose est claire, quand c'est fini, quand on a un nombre fini de points, comme ce que je viens de dire, une droite a 2 points, mais le plan a 4 points. Là, on voit la différence entre droite et plan. Mais si vous prenez R croix R, un problème se pose. Un problème se pose. Parce que Cantor, malheureusement, donc, les étudiants ils font théorie des ensembles, mais voilà, ils n'ont pas beaucoup de temps. Mais Cantor a démontré que si vous avez un ensemble infini, A, l'ensemble A croix A est infini a le même cardinal que A. On le démontre avec l'axiome du soi. Ici, dans ce plan, R est une droite, mais son cardinal, c'est C, le cardinal du continu, il est infini. Mais quand on nous dit que R croix R est aussi de cardinal C, cela veut dire que le plan a autant de points que la droite. Il n'a pas les mêmes points que la droite, mais il a autant de points que la droite. Ça, c'était à attirer l'attention des gens. Et puis plus tard, les gens ont dit, même s'ils ont autant de points, on peut avoir une application, on ne peut pas avoir une application de R dans le plan qui respecte la continuité. C'est ce qu'ils font topologie. Et puis, Peano a montré qu'il existe une application surjective de R dans le plan. Et que cette application est continue. La notion de dimension commence maintenant, on commence à se poser des questions. Donc c'est ce qu'on appelle la courbe qui remplit le plan. Ça pose des questions.
Je vous parlais des questions qui ont été suscitées et comment ça a été réglé petit à petit. Et puis les gens ont dit, écoutez, bon, je vous donne un exemple de ça. Je ne donne pas la courbe de Peano qui utilise le nombre triadique, avant on pouvait même faire ça en licence, mais je vous donne, parce que pour les topologues, eux, ils définissent une courbe comme ils voient qu'une courbe, c'est une déformation d'une droite. Hein? Vous avez un fil, vous le faites comme ça, vous pouvez déformer, ça restera toujours, c'est le fil que nous avons déformé. Donc une courbe, pour eux, c'est une déformation continue d'une droite. Donc qui devrait quand même garder les caractéristiques de la droite. Il faut trouver une notion de dimension de manière que la dimension de cette droite soit 1. Mais les problèmes maintenant rencontrés, c'est aussi l'exemple suivant qu'on trouve dans le livre classique. Hein. Vous prenez le plan et après, vous prenez ces droites-là, les demi-droites, ça. D1 et la demi-droite D2. Ici, D1, c'est le point X0, X supérieur à 0. Enfin, X appartenant à R+. Et là, D2, c'est l'ensemble X0, Y appartenant à R+. R+. Ces deux droites, on est dans le plan. On prend l'application suivante. F de XY est égal à petit d de XY, virgule D1, c'est-à-dire la distance de point à la droite D1, moins petit d de XY, virgule D2. La distance d'un point par rapport à D1 et par rapport à D2. Bon, c'est des fonctions continues, hein, pour la notion de distance, dans le plan muni de sa topologie métrique. Alors, dire que ceci est égal à 0, ceux qui font la topologie, ils voient qu'une droite, comme une droite, c'est AX plus BY, c'est égal à 0. Donc, pour une courbe, doit être obtenue sous cette forme-là, une équation, mais bien sûr avec f une fonction non constamment nulle, et que ceci est égal à 0. Une droite se définit sous cette forme. Voilà, c'était la définition pour les topologues. Mais quand vous donnez ça, voilà l'exemple d'une fonction continue et l'ensemble de points tels que ceci est égal à 0. Regardez ce que ça donne. Si un point est là, sa distance par rapport à ça, c'est cette perpendiculaire. Sa distance par rapport à ça, c'est cette perpendiculaire. Pour que les deux distances soient égales, il faut que le point soit sur la diagonale. Donc, ici, ça nous donne ça, pour les points qui sont là. Ici, il n'y a pas de point ici qui le vérifie. Parce qu'un point qui est là, sa distance par rapport à D1, D1 ne vient pas ici, hein, ça s'arrête là. Sa distance, c'est ça. Mais sa distance par rapport à ça, c'est le point O. Ça, c'est l'hypoténuse d'un triangle rectangle. L'hypoténuse ne peut pas être égale à un côté. Ce n'est pas possible. Ici, on ne peut pas avoir d'égalité. La courbe ne passe pas là. Même raisonnement, la courbe ne passe pas ici. Parce que si on a un point, sa distance par rapport à D2, c'est ça, perpendiculaire. Par rapport à D1, c'est au point O. Donc cette distance, c'est là l'hypoténuse de ce triangle. Et ça, c'est sa distance par rapport. Ça, c'est l'hypoténuse. On ne peut pas avoir d'égalité. Or, ici, si vous prenez ici un point quelconque, sa distance par rapport à D1, c'est ici. Sa distance par rapport à D2, c'est la même chose. Tous les points qui sont là, ils ont même distance par rapport à D1 et D2. Donc, finalement, les points qui vérifient cette équation, c'est ce quart de plan, tout union cette droite. Et cela casse un peu la notion intuitive de droite. Ce qui fait cette généralisation, c'est l'ensemble des points du plan tels qu'il existe une fonction continue que f de x, y est égal à 0. Donner ça comme définition d'une droite, du point de vue topologique, risque de créer des problèmes. Parce que ça ne répond pas à la notion de droite intuitive. Parce que dire que ça est une droite, de par définition, quand même c'est un peu gênant. Bien sûr, ceux qui font l'analyse, eux, ils exigent qu'en chacun de ces points, qu'il y ait une tangente. Ils préfèrent prendre des fonctions différenciables. De manière qu'au voit dans chaque point, que
la courbe puisse être confondue à sa tangente, c'est-à-dire de petites droites comme ça. Bon, alors, et je vous dis, il y a plusieurs notions parce que je ne veux pas être long, et puis je vais l'écrire, il y a plusieurs notions de dimensions topologiques qui ont été données. La première a été donnée par Lebesgue. Il y a un mathématicien que vous connaissez, Brouwer, qui a trouvé que cette définition n'était pas satisfaisante pour lui. Et Lebesgue, c'est en 1911, Brouwer, c'est en 1913, il a donné une définition inductive, c'est-à-dire commence par définir qu'est-ce que c'est qu'un espace topologique de dimension topologique moins 1, c'est le vide. Un espace topologique de dimension topologique 0, il dit c'est un espace qui a une base dénombrable d'ouvert, une base dénombrable de parties qui est en même temps ouvert et fermé. Ça dit que sa frontière est nulle. Avec cette définition, la dimension d'un point, c'est 0. Parce que quand vous prenez un point, muni de sa topologie induite, le point, il est en même temps ouvert et fermé. Et sa frontière, c'est quoi? C'est 0. C'est tout. Parce qu'un point n'a pas de partie. Une droite, oui, il est comme ça, mais n'a pas de côté. Mais là, on peut passer. Il ne faut pas croire que les côtés se vident. Non, c'est le néant. Il n'y a rien au côté. Il ne faut pas croire que vous me définissez de mes danos. Vous suivez ce que j'ai dit. Quand on est en géométrie linéaire, vous vivez sur une droite, vous vivez sur cette droite. Vous ne pouvez pas quitter la droite. D'accord? Il ne faut pas dire parce que tu n'as pas la possibilité de faire comme ça ou comme ça. Bon, mais cette dimension, les gens l'ont appelée, mais on l'utilise rarement. Je crois que ceux qui font la topologie, vous n'avez jamais entendu parler de topologie, de dimension topologique. Là, finalement, les gens considèrent tout simplement que deux espaces ont même dimension. Enfin, c'est une autre définition, s'ils sont homéomorphes. C'est-à-dire qu'un espace topologique est de dimension 1 s'il est homéomorphe à un ouvert de R. De dimension 2 s'il est homéomorphe à un ouvert de R2, etc. Voilà, bon, les gens utilisent ça. Maintenant, en algèbre, qu'est-ce qu'on a fait? C'est ça, géométrie algébrique. Je reviens maintenant sur ce qui nous intéresse le plus. Comment ça a été fait? Oui, donc je laisse ça, tout ça. Oui, pas grave. Alors, je donne ça aux étudiants pour vous dire seulement la démarche en mathématiques, comment ça se fait, comment on pose des questions, comment on évolue petit à petit. Et il y a des invariants, parce que quand vous définissez quelque chose, il y a des invariants. Hein, même l'homme est bien défini. Comment dire, la définition en philosophie, c'est un animal qui réfléchit ou quelque chose comme ça. Hein. Voilà. Ou bien c'est un animal qui parle. Ce sont des définitions. Parler, ça veut dire que ce n'est pas sortir des sons. Parler, c'est sortir quelque chose qui a un sens qui est intelligible. D'accord? Ça caractérise l'homme. Mais quand vous dites, voilà, je définis l'homme, quelque chose qui ne parle pas, qui ne réfléchit pas, donc ça casse tout. Donc il y a des invariants qu'il faut garder, même dans les généralisations. Et je vois très souvent quand vous généralisez tel ou tel problème, ça va dans tous les sens. Ce n'est pas comme ça. Il y a des invariants qu'il faut garder. Et il faut les vérifier. Alors, maintenant, en géométrie algébrique, c'est intéressant. Regardez ce que je vais vous dire. Alors, je vous donne deux notions. Si vous avez un espace vectoriel E, si vous avez une partie ABC, dire que ABC est une base de cet espace vectoriel, parce que l'espace vectoriel n'a que deux lois, l'addition et la multiplication, etc. Dire que ABC est une base, c'est dire que tout élément de E est combinaison linéaire de ces trois éléments. Combinaison linéaire. Donc on utilise la multiplication, etc., plus l'addition, les lois de l'espace. Mais il y a ce qu'on appelle algèbre sur un corps K. Si vous avez une algèbre sur un corps, donc, cela veut dire que A est un K espace vectoriel, 1, avec l'addition, multiplication, etc. Mais A, c'est aussi un anneau, c'est-à-dire qu'il a une multiplication interne. Et mieux, la multiplication interne est compatible avec la multiplication externe. C'est-à-dire que si vous avez deux éléments AB qui appartiennent à grand A, vous avez lambda qui appartient à K dans le corps, vous avez lambda A
qui multiplie B, c'est A qui multiplie lambda B, voilà, et tout ça, c'est lambda qui multiplie AB. C'est ce qu'on appelle algèbre. Donc une algèbre, c'est quelque chose qui a déjà une structure d'espace vectoriel, mais qui a aussi une structure d'anneau. Alors, dire maintenant, si vous avez une algèbre A, dire que A est engendré en tant qu'algèbre, par un élément petit a, suivez bien, on dit que A est engendré en tant qu'algèbre par petit a, parce que quand il est cela veut dire que A carré, il est là, parce qu'on prend la multiplication, puisqu'il est engendré en tant qu'algèbre par A. Donc cela veut dire que 1A carré engendre A. Cela veut dire que 1A carré est une base de A, linéaire, base linéaire. Et ça, on l'appelle base algébrique. Base linéaire, cela veut dire que c'est le combinationnel. Alors quand tu dis base algébrique, tu as le droit de multiplier l'élément par lui-même. Donc on dit que la base algébrique de A, c'est ça. La base algébrique de A, vous suivez bien. Ce qui fait la dimension algébrique de A sur K, c'est 1. Parce que la base algébrique est un seul élément. Par contre, sa dimension linéaire, ça peut être infini. Sauf si à un moment donné, on retrouve les éléments de A. Je vous donne un exemple. R de X. C'est un espace vectoriel sur R. Est-ce que vous en connaissez une base? Oui, c'est 1 x carré, parce que tout polynôme s'écrit sous forme de combinaison 1 x carré. Donc sa dimension en tant que R espace vectoriel, c'est quoi? C'est infini. Mais R de x en tant qu'algèbre, il est engendré par l'élément x en tant qu'algèbre. Donc ça, c'est une base linéaire et ça, c'est une base algébrique. Est-ce que vous suivez bien? Sa dimension linéaire, c'est l'infini, mais sa dimension algébrique sur R, c'est 1. De la même manière, quand vous prenez Rxy, c'est un espace vectoriel sur R qui a pour base le monôme, base linéaire, le monôme de la forme xn, y, m. N et m parcourant n. Parce que tout polynôme degré 2 s'écrit sous forme de combinaison linéaire. Et ce qui fait R de xy, c'est un R espace vectoriel qui admet comme base linéaire cet ensemble-là avec nm parcourant n croix n. Sa dimension, elle est infinie. Mais en tant qu'algèbre, elle est engendrée par l'ensemble xy. Xy, c'est une base algébrique. Donc, en tant qu'algèbre, sa base algébrique, c'est 2, la dimension de la base, c'est 2, alors que sa dimension en tant qu'espace vecteur sur xy, c'est l'infini. Donc, en algèbre, on parle, algèbre, je parle d'espace, parce que l'espace vecteur n'a pas de multiplication interne. D'accord? Donc, engendrer en tant qu'espace vectoriel, c'est ces combinaisons linéaires. Engendrer une algèbre en tant qu'élément, c'est engendrer avec tes produits. Mais l'élément, il est gardé, tout le reste, ce sont ses produits. Alors, les algébristes, il y a un lemme, parce que les algébristes ont voulu. Parce que quand vous avez une courbe, la courbe ne peut plus être... Vous suivez ce que j'ai dit? Par exemple, si vous avez un cercle, x carré plus y carré moins 1 est égal à 0. Mais ça, ce n'est plus à x plus by plus c, ou c'est linéaire. Si vous voulez considérer que ça, c'est une courbe en gardant la notion de dimension, il ne faut plus voir cette courbe comme associée à un espace vectoriel. Parce que d'ailleurs, les tangentes n'ont pas les mêmes directions, aux différents points. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est de passer de la notion de base linéaire à la notion de base algébrique. Comment? Pour la droite, ax, by plus c est égal à 0. Je suppose que b est différent de 0, par exemple. Au lieu de prendre cette équation, non, il regarde ça comme polynôme dans xy. Polynôme. Si un élément, petit x, petit y, annule ça,
il annulera tout autre polynôme f de x, y, si j'appelle ce polynôme h de x, y. Un zéro de ce polynôme, c'est aussi un zéro de ce produit. Si nm, h de nm est égal à 0, c'est que an plus bn plus c est égal à 0, alors en remplaçant ici nm, je trouve toujours 0 parce que h de nm est égal à 0. Donc cela veut dire que ce n'est plus une combinaison linéaire, parce que si c'était une droite dans l'escalier, en multipliant ça par lambda, l'équation ne change pas. Mais mieux, en multipliant par un polynôme, l'équation ne change pas. Et parce qu'on est maintenant dans l'anneau, on n'est plus dans l'espace vectoriel. Donc une courbe peut être définie par quelque chose de linéaire, peut être définie par un polynôme degré n'importe quoi. Mais ce qui est important, le polynôme qui est associé à cette droite, c'est ça. Eux, ce qu'ils font, c'est de quotienter R de x, y, anneau, par cet idéal, l'idéal engendré par ça. Si vous le faites, ça vous donnera R de x bar. Est-ce que vous suivez bien? Tout simplement parce que y s'exprime en fonction de x. Quand vous écrivez un polynôme avec x, le y, on le remplace par moins a sur b, parce que je suppose b, moins a sur b, après moins c, c'est ça. Donc y disparaît, ça reste un polynôme de degré y. Et R de x, sa base algébrique, pas linéaire, c'est 1. On dit donc que la droite a pour base algébrique 1. Est-ce que vous suivez bien ce que je fais? Alors, c'est la même chose si à la place d'une droite, je commence avec une droite, c'est la première remarque. Et c'est ça ce qu'on dit, c'est l'anneau. Vous le verrez plus tard, c'est ce qu'on appelle l'anneau des fonctions rationnelles. Hein? Ce sont l'anneau qui est associé à notre droite. Hein? Donc, ce qui fait, si vous avez une courbe algébrique quelconque, il y a un idéal qui est tel que les points de cette courbe sont les zéros de cet idéal. L'idéal, c'est un idéal de R, X, Y, ceci dans le plan. Et quand vous quotientez, vous avez une R algèbre, et puis vous cherchez sa base algébrique. Si c'est une courbe, la base algébrique sera toujours 1. Alors, je vous donne autre chose. Je répète encore, cette base algébrique, enfin, je dis base algébrique, mais très souvent on dit base de transcendance. Base de transcendance, c'est-à-dire que l'élément doit être transcendant. C'est-à-dire qu'on ne doit pas avoir une combinaison linéaire de cet élément avec ses puissances qui nous donne 0. On est d'accord? Donc ce n'est pas seulement base algébrique, mais c'est base de transcendance algébrique. Alors, si maintenant vous prenez pour un cercle, c'est ça, il est engendré par ce polynôme. Vous prenez les classes, c'est R de x, y bar. D'accord. X, il est transcendant. Mais si vous regardez, voilà, je prends ça. Si vous regardez Y sur ça, Y n'est pas transcendant sur ça. Pourquoi? Parce que je prends sur ça le polynôme f de t qui est égal à t carré plus x carré moins 1. Alors, ça, c'est un polynôme de ça. Donc, le x n'est plus considéré comme un indéterminé. Hein? Je prends cet anneau. L'indéterminé, c'est t. Et si c'est dans cet cas, je remplace t par y, je trouve 0 parce que si t est sur le cercle. Ça me donne y carré plus x carré moins 1 est égal à 0. Donc, quand j'écris ici, ce y-là, il est algébrique sur ça. Or, c'est r de x, il est transcendant sur r. Or, c'est ce qu'on appelle là ça, base de transcendance. Et ça, je vous dis, ça a été un long travail. Depuis Hilbert, avec un théorème qu'on appelle le théorème des zéros de Hilbert. Voilà. Et puis, ensuite, il y a, comment il s'appelle encore, Notaire. Alors, je ne regarde pas, il n'y a pas beaucoup de femmes, qui est une femme mathématicienne qui a beaucoup sauvé la géométrie algébrique à l'époque. C'est grâce à lui qu'on parle d'anneau noethérien. Un noethérien, donc un anneau qui est tel que tout système
et que tout idéal qui est engendré par n'importe quel nombre d'éléments, on peut le ramener à un nombre fini d'éléments. C'était important en géométrie algébrique, parce que je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Important. Ça donne la notion de compacité en topologie. En topologie, ça donne la notion, parce qu'un topologue, un analyste, l'analyse est locale. Il cherche des informations au voisinage de chaque point. Pour avoir une information globale sur l'ensemble, si l'ensemble n'est pas compact, si tu ne peux pas en extraire un nombre fini, tu ne pourras pas gérer ton système. Ici, si vous avez un idéal qui est engendré par infini d'éléments, alors il peut être engendré par un nombre fini d'éléments. Donc on parle de l'infini au fini. Alors, c'est ce notaire qui a montré que si vous avez une algèbre A de type fini, c'est-à-dire qui est engendré par un nombre fini d'éléments, sur un corps K, qui peut être R, il a dit qu'il existera une algèbre intermédiaire entre K, qui contient B, et ce B-là, c'est sous la forme K de XK, de X1, X2, XD, des polynômes, et qui est inclus maintenant dans A. C'est-à-dire qu'entre A et K, il existe une algèbre sous forme de polynôme. Est-ce que vous suivez bien? Et que maintenant, ce A-là n'est pas transcendant sur B. Et la base de transcendance de B, c'est ce qu'on appelle la base de transcendance de A. C'est une démonstration que vous pouvez trouver maintenant dans n'importe quel livre, même Google, vous écrivez seulement lemme de normalisation de notaire. Hein, il vous donne ça. Alors, maintenant, ça, la base de tout ça, pour nous, c'est la base de transcendance de R de X. Alors, je dis, c'est cette idée que les gens utilisent avec toutes les courbes. Quand est-ce que maintenant, la géométrie algébrique s'est séparée définitivement de la géométrie analytique? La géométrie algébrique, je dis, l'étude des courbes définies par des polynômes. Et ça se justifie parce que les mathématiciens étaient aussi des astronomes. D'accord, ils regardaient la trajectoire des astres, etc., qui décrivaient donc des ellipses, etc. Et après, on a trouvé que toutes ces courbes-là sont régies par des fonctions polynomiales. D'ailleurs, pour Descartes, pour lui, voilà, oui. Et il trouvait que les meilleures courbes à étudier, enfin, les courbes qu'on devait étudier, ce sont des courbes polynomiales. Mais la géométrie algébrique, c'était une partie de la géométrie analytique. La géométrie analytique, c'est l'étude des courbes définies par des séries convergentes. Donc c'est plus qu'un polynôme. Mais quand est-ce qu'il y a eu le divorce? Le divorce, c'est le théorème de fonction implicite que vous connaissez. Si vous prenez dans R2 une fonction de la forme f de x, y, alors on suppose que la dérivée par exemple par y en x0, y0, par exemple, est différente de 0. Alors le théorème de fonction implicite nous dit qu'il existe un voisinage de x0, un voisinage de y0, une fonction continue, telle que quel que soit x appartenant à ce voisinage, grand F de x phi de x est égal à 0. C'est ça le théorème. Ça veut dire que au voisinage de ce point, on a la notion de fonction qu'on avait depuis le terminal. Voilà, y dépend de x. Au voisinage de ce point. Alors, mais on démontre en analyse que si la fonction de départ était analytique, cette fonction phi est aussi analytique. Mais la question qu'on pose, si la fonction phi est polynomiale, f est polynomiale, la fonction phi n'est pas nécessairement polynomiale. Je vous donne un exemple. Hein. Vous prenez f de x, y est égal à y carré moins x. On est bien d'accord? Alors, si vous étudiez la courbe y carré, bon, ça, la dérivée par rapport à y au point 1, il est différent de 0, parce que ça nous donne 2, la dérivée partielle. Hein, donc, quand vous faites la dérivée partielle de f de y au point 1, 1, quand y est égal à 1, x est égal à 1. On est d'accord? Et ça, il est égal à 2, parce que ça me fait 2y.
Et puis, attends, ça ne fait 1. Ah non, oui, c'est 2. Parce que x disparaît. Ah, donc il est différent de 0. C'est quelque chose qui est comme ça. Hein? Le théorème des fonctions implicites, vous dites que vous pouvez trouver, parce que dans ce cas, y sera égal à plus ou moins, je prends plus, racine carrée de x. Il dit donc, vous pouvez trouver un voisinage de x, un voisinage de 1, tel que cette partie de la courbe soit la représentation graphique d'une fonction dépendant de x. C'est ça le théorème des fonctions implicites. Mais le problème, cette fonction-là, racine carrée de x, est analytique. Mais ce n'est pas une fonction polynomiale. C'est à cause de ça que Grothendieck avait inventé la notion de morphisme étalé. Parce que quand vous travaillez avec des parties du plan qui sont zéro de fonction analytique, c'est ce qu'on appelle des variétés analytiques. Quand ce sont des zéros de fonction polynomiales, on les appelle des variétés algébriques. Et le morphisme entre variétés algébriques doit être des fonctions polynomiales. Le morphisme entre variétés analytiques doit être des fonctions analytiques. Est-ce que vous suivez ce que j'ai dit? Donc quand vous avez deux variétés algébriques et que la fonction n'est pas polynomiale, ça pose problème. On est bien d'accord? Alors, Grothendieck, ça je ne vais pas parler beaucoup de ça, a trouvé tout simplement une autre fonction qu'on appelle le morphisme étal, de manière qu'il prend, au lieu de prendre entre ça et ça, il prend les projections de cette partie, qui nous donne une fonction polynomiale. Alors, l'autre chose, on en parle beaucoup, ce qui dépend aussi de la fonction théorème des fonctions implicites. Je crois que ça, vous le savez. Si vous avez une application de R2, dans R2, F, et puis ici, il y a F1 de XY, et puis F2 de XY, voilà, F1, F2 étant des fonctions, si le jacobien est différent de 0 en un point, alors la fonction est localement inversible. C'est une bisection. La question se pose maintenant, si nous avons une fonction de cette fonction entre variété algébrique, dans ce cas, F1 doit être polynomial. F2 doit être polynomial. Parce qu'entre les variétés, le morphisme doit être de la même manière qu'entre deux espaces vectoriels, ce qui nous intéresse, c'est les applications linéaires. Entre des variétés algébriques, c'est des fonctions polynomiales. Donc, si vous avez une fonction entre des variétés polynomiales, si le jacobien est même une constante, par exemple 1 différent de 0, la question qu'on se pose, est-ce que cette fonction est inversible? Ça veut dire qu'on a ça. Avec ici H1 de XY et ici H1, H2 de XY. Est-ce qu'elle est inversible? La deuxième question, est-ce que H1 et H2 sont des fonctions polynomiales? C'est cette question qui est difficile, ce qu'on appelle la conjecture jacobienne, et qui n'est pas encore prouvée. La personne que j'avais invitée ici, et à laquelle on doit d'ailleurs cette notion de conjoncture jacobienne, c'est Abiyankar. C'est un promotionnaire, enfin je dis parce que c'est un étudiant de Zariski, donc un ami de Grothendieck. Vous regardez en Google, il y a sa photo, et photo Grothendieck et Jean-Pierre Serre. Il était là à Dakar lors d'une manifestation qu'on avait organisée pour Cheikh Anta. Il a fait une conférence. On lui doit ça. C'est un étudiant direct de Zariski, et qui est le père de ce qu'on appelle la topologie de Zariski, père même de la géométrie algébrique. Il n'avait pas trouvé. Il a dit il faut peut-être développer une autre mathématique pour répondre à cette question. Mais la dernière personne que j'ai invité ici, c'est le russe, comment il s'appelle encore et là, le russe qui est médaille Field que j'ai invité à Dakar, c'était en 2011. Vous avez oublié son nom? Hein? Comment? Voilà, Maxime Konchevitch. Maxime Konchevitch a écrit un article avec deux autres co-directeurs sur cette même question. Ils ne l'ont pas prouvé. Ils ont dit seulement que la conjecture jacobienne
elle est équivalente à ce qu'on appelle la conjecture de Diximier. Diximier fait une conjecture que si vous avez une algèbre de Weyl, une algèbre sur le corps K, une algèbre de je vais expliquer, elle a dit que tout automorphisme injectif d'une algèbre de Weyl est un automorphisme. C'est le problème, c'est la propriété I. Parce que je discute avec lui, je dis que je travaille sur la propriété I, et il m'a dit que c'est à peu près la conjoncture de Weyl. Et lui, il démontre, le papier est là, que la conjoncture de Weyl, qui le démontre, est équivalente à la conjoncture jacobienne, mais qui n'est pas encore démontrée jusqu'à présent. Maintenant, puisque la presse, je vous donne seulement 2 idées. Et ces idées, l'une, c'est de montrer le lien aussi entre la géométrie algébrique et l'analyse fonctionnelle. Parce que celui qui m'a encadré, Kaidi, lui, c'était un spécialiste d'analyse fonctionnelle. Donc, c'est par accident que j'ai fait l'algèbre non commutative. Voilà, donc je crois que vous étiez en Espagne. Voilà, il y a beaucoup de gens qui travaillent sur des algèbres normées. Alors, c'est eux, avec des gens comme Gelfand, Neymark, qui ont déjà pensé d'abord qu'est-ce que c'est qu'un point, comment représenter un point, de manière qu'on sorte de l'intuition pour dire que voilà, c'est un objet mathématique. Eux, ce qu'ils ont fait, comme que ce sont des analystes, ils partent d'un espace compact. Je dis l'analyse, le meilleur espace pour lui, c'est l'espace compact. Même nous, on ne pense qu'à notre espace compact, hein, une petite portion. Voilà. Mais pourquoi? Parce que l'analyse est locale. Vous avez une fonction, vous cherchez des informations, c'est au niveau de chaque point. Mais si vous voulez une information globale, il faut ramasser tout ça. Si vous ne pouvez pas les ramener à un nombre fini de voisinage, alors vous perdez. Pour un espace compact, si vous avez des informations de chaque point, vous recouvrez l'espace avec ce voisinage. Et puis on peut en extraire un recouvrement fini. Donc il passe de compact. Et après, il considère l'ensemble de toutes les fonctions continues de X dans un corps, prenons R. C'est un anneau. D'abord, c'est un groupe. On peut parler de somme de 2 fonctions. On peut parler de produit de 2 fonctions. D'accord? C'est un anneau. On peut parler du produit d'une fonction de C dans R par un nombre réel. Donc c'est un R espace vectoriel qui est en même temps un anneau. Mais cet anneau, il est aussi normé. C'est une algèbre normée. Sa norme, la norme de F, c'est le sup de F de X, valeur absolue, X parcourant grand A. Parce que l'espace étant compact, les extrémums sont atteints. On est d'accord? C'est une norme. Donc c'est une algèbre normée. Alors, il montre que si vous prenez ici un point quelconque, x0 dans grand X, vous regardez l'ensemble des fonctions de C qui s'annulent en x0. Il montre que cet ensemble-là, c'est un idéal de cet anneau. Et il est maximal. C'est un idéal maximal. Et que tous les idéaux sont de cette forme. Tous les idéaux maximaux de ça sont de cette forme. Donc, il y a une bijection entre les points et les idéaux maximaux. Une bijection entre les points et les idéaux maximaux. Alors, la démonstration en algèbre est simple. Il y a une démonstration aussi analytique. Démonstration en algèbre, c'est de dire ça. Vous fixez x0, à chaque fonction, vous associez f de x0. C est un anneau, R est un anneau parce que c'est un corps. Cette application est surjective. Parce que si vous avez ici 5, je prends la fonction constante qui est partout égale à 5. Donc f de x0 sera encore 5. Donc elle est surjective. C'est un homomorphisme d'anneaux. L'image de la somme, c'est la somme des anneaux, des images. L'image du produit, c'est le produit des images. Et le noyau, I, c'est l'ensemble des fonctions qui s'annulent en x0. Le noyau, ce sont les éléments qui ont pour image 0. D'accord? Et qu'est-ce qu'on nous dit? L'algèbre nous dit que si vous quotientez C par ce noyau, il sera isomorphe à im qui n'est rien d'autre que R. Mais puisque R c'est un corps, cet idéal est automatiquement maximal. Voilà, il est maximal. Et ça c'est en analyse fonctionnelle, je répète encore.
C'est un idéal maximal. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Donc, ce X-là, on le confond avec ce qu'on appelle spectre de C. Hein? J'appelle ça A. Spectre de A, ça veut dire que l'ensemble des idéaux maximaux de A. Et l'ensemble des idéaux maximaux, donc c'est que un point est un idéal maximal. Un idéal maximal, c'est un objet algébrique. Et l'ensemble des idéaux maximaux peut être muni d'une topologie qu'on appelle topologie de Galfond. Donc, si vous avez un espace compact, il peut être représenté comme l'ensemble des idéaux maximaux d'une algèbre normée, complète même. Inversement, si vous avez une algèbre normée complète, l'ensemble de ces idéaux maximaux peut être muni d'une topologie de manière qu'elle soit compacte et que les fonctions qui s'annulent sur ces compacts soient exactement des idéaux maximaux. Mais cette algèbre est commutative. Aujourd'hui, Alain Kohn travaille sur quoi? Les maximes conduites. Et Kaydi, et je suis sûr qu'il doit être le premier. Lui, il renverse. Il part, parce que quand vous faites comme ça, vous avez une algèbre commutative. Mais il part d'une algèbre qui n'est pas commutative, qui n'est même pas unitaire. Il choisit des idéaux à lui, parce que tous les idéaux ne sont pas bilatères. Il fait de manière que l'ensemble de ces idéaux soit un espace topologique compact et que les applications qui s'annulent soient exactement ces idéaux-là. Alors, Alain Kohn travaille sur ça. Ce sont aussi les algèbres de Weyl, parce qu'ils ont trouvé. Alain Kohn travaille pour la mécanique quantique. La mécanique quantique n'est pas commutative. La mécanique de Newton, si vous avez un objet, vous pouvez calculer sa vitesse et sa position. Vous pouvez aussi calculer sa position et sa vitesse. Et les résultats ne seront pas entamés. Calculer d'abord la vitesse, ensuite la position, c'est la même chose que calculer la position et ensuite la vitesse. En mécanique quantique, ce n'est pas pareil. Si vous connaissez la position, vous avez une incertitude sur la vitesse. Si vous connaissez la vitesse, vous avez une incertitude sur la... Et Weyl avait essayé de trouver une algèbre qui réponde à ça, pas une géométrie. Alain Kohn, c'est une géométrie. Il a trouvé son algèbre. Regardez l'algèbre, c'est quoi? Il prend R, l'anneau des polynômes, il prend X, mais ici, au lieu de Y, il prend D, où D, c'est la dérivation. C'est la dérivation par rapport à X. Le module, c'est l'ensemble de toutes les fonctions indéfiniment dérivables. L'ensemble des fonctions indéfiniment dérivables de R dans R. Et ça, ce sont des opérateurs. Multiplier X par une fonction, c'est la fonction qui, à petit x, donne X fois f de X. Multiplier une fonction par la dérivation, c'est la fonction qui à x donne f' de x. Ici, vous avez deux variables, c'est comme si x, y, mais ici, x et y ne commutent pas. Dériver une fonction, puis la multiplier par x, ce n'est pas la même chose que multiplier la fonction par c, ensuite dériver. Faites la différence, vous regardez ce que vous allez obtenir. Alors, si vous multipliez par x, après vous dérivez, ça vous donne f, la dérivée de x d'abord, et puis plus, alors x qui multiplie f', c'est bien ça. Ça nous donne, ça, d de x, xf. Ça, c'est 1 fois f, c'est l'identité, et puis ça, c'est plus x dx de f. Ça, c'est dérivé puis multiplié par x. Ça, c'est multiplié puis ensuite dérivé. Quand vous faites la différence des deux, ça vous donne 1. Donc, cette algèbre-là, elle n'est pas commutative. Cette algèbre, c'est Weyl ce qu'il avait proposé pour 4 de type, parce que le x montre un peu la position et la dérivation un peu la vitesse. Pour montrer que la vitesse et la dérivation ne commutent pas. Donc, c'est de trouver des modèles d'algèbre qui pouvaient maintenant donner un coup de pouce aux physiciens. Mais maintenant, Alain Kohn trouve vraiment un espace qui n'est pas du tout commutatif. Qui n'est pas commutatif, c'est sur quoi il travaille jusqu'à présent. Et les gens disent qu'il ne trouvera rien, mais lui, il dit que ce n'est pas son problème. Ce n'est pas son problème. Et en mathématiques aussi, c'est comme ça. Et ce que je dis aussi toujours aux étudiants, ils m'ont demandé la dernière fois, qu'est-ce qu'il faut faire? Je leur ai dit, en mathématiques, tous les domaines se valent. Tous les domaines se valent. Mais il faut choisir. Quand j'étais à leur âge, je leur disais qu'il y avait de grands séminaires à Rabat où il y avait les Choquets qui venaient, théorie des potentiels, il y avait, comment il s'appelle, Guy Renaud qui venait, il y avait les Jean-Pierre Serre. Et puis, je suivais tous les séminaires.
parce que j'étais avec des amis, on a fait, donc il n'y avait pas 2 masters, donc il n'y avait qu'une seule maîtrise. Quand on a fini, ils ont fait leur choix, j'ai fait. Quand on discute, ils disent des choses que je ne connais pas, pour moi c'était inadmissible. Parce qu'ils n'avaient jamais dit des choses que je ne connaissais pas sur les langues. Bon, esprit de jeunesse. Et je commençais à assister à tous les dégâts. Et un jour, j'avais donné rendez-vous à Guy Renaud, il vient, enfin, 5 minutes un peu à l'avance, il dit, et le jeune Sangaré, là, le Sénégalais, des étudiants lui disent, ah, on l'a vu avec Choquet. Il suit un cours de théorie des potentiels. Il m'attend. Quand j'ai fini, bon, on a pris ce type de professeur maintenant. Il a invité dans un café, c'était pour des étudiants, on a longuement discuté. Il m'a dit, ah, Sangaré, je peux te conseiller? J'ai dit oui. Il m'a dit, tu sais, si tu veux te marier, il ne faut pas te dire, il faut que je discute avec toutes les femmes du monde, sinon tu ne te marieras jamais. Tu fermes les yeux, tu choisis ta femme. Maintenant, tu es en train de voir qu'est-ce que tu dois faire. Quand tu rencontres un mathématicien, il te fait la publicité de son domaine, tu dis Wajangi. 5 minutes plus tard, tu rencontres quelqu'un, il te parle de son domaine, tu dis je laisse, je suis l'autre. Alors, tu ne feras jamais ton 3e cycle. Alors, mais je lui dis, professeur, j'ai décidé d'épouser l'algèbre. Mieux, je vais signer avec elle la monogamie. Donc, je ne fais plus rien que l'algèbre. Alors, bon, il y a autre chose, puisque ce sont des étudiants, c'était seulement donner une idée. Ah, maintenant, dans tout ça, la géométrie algébrique. Géométrie algébrique. Géométrie algébrique, lui, quand il étudie le plan, il n'y a pas de compact. L'algèbre est globale, l'analyse est locale, l'algèbre est globale, et donne la structure. En algèbre, par exemple, le truc, on prend R de x, par exemple, on prend toutes les fonctions polynomiales. Toutes les fonctions polynomiales. Pas sur un compact, sur R tout entier. Si c'est R2, on prend f de xy. Fonction polynomiale. Sur R tout entier. Alors, là, quand vous prenez un point dans R, x, alors, vous prenez l'ensemble des fonctions qui s'annulent au point x, ça f de x est égal à 0. Alors, pardon, d'abord. Alors, une fonction polynomiale, si 2 fonctions polynomiales, une fonction polynomiale qui s'annule partout, elle est automatiquement nulle. Parce qu'un polynôme a un nombre fini, voilà, de racines. Donc, si chaque fonction, chaque polynôme représente une seule fonction polynomiale. Vous ne pouvez pas avoir 2 polynômes qui représentent 2 fonctions polynomiales. Donc, il confond les fonctions polynomiales avec les polynômes. Donc, ce que les Guelfans ont fait ici, alors lui, il prend ici R, et là, au lieu de prendre fonction continue, on prend fonction polynomiale, et ça nous donne tout simplement R de x, l'anneau des polynômes, directement. Au lieu de parler de fonction polynôme, on parle de polynôme. Mais c'est quand le corps est infini. Si le corps est fini, vous n'avez pas ça. Quand vous travaillez dans Z sur 2Z, x, le polynôme x carré plus x est différent du polynôme x à la puissance 4 plus x. Ils ne sont pas les mêmes parce que ça est de degré 4. Mais la fonction polynomiale définie par ça, c'est la même chose que la fonction polynomiale définie par ça. Parce que ici, quand vous faites f de 0, c'est 0. Ça fait 0 au carré plus 0. Parce que les éléments, on les prend dans Z sur 2Z, dans le corps. F de 0, c'est 0. F de 1, c'est 0, parce que ça me fait 1 plus 1. Dans Z sur 2Z, 1 plus 1, c'est 0. De la même manière, ici, G de 0, c'est 0. Mais G de 1 bar, c'est aussi 0 bar. Ces 2 fonctions qui sont distinctes, qui sont 2 polynômes distincts, définissent la fonction nulle. D'accord, mais parce que le corps est fini. Hein, c'est Z sur 2. Quand le corps est infini, il est impossible d'avoir une fonction polynôme, 2 fonctions polynomiales, 2 polynômes qui définissent la même fonction polynomiale. Et puis, on profite du fait que maintenant, R de x, c'est un anneau notérien. Voilà. Donc, là, en géométrie algébrique, finalement, de généralisation en généralisation, Grothendieck d'ailleurs le premier, qui a laissé tout ce qui est maintenant algèbre, géométrie, il dit, puisque les points, ce sont des idéaux maximaux d'un anneau, il dit, je vais multiplier les points. Il prend un anneau, il dit les points, ce sont des idéaux premiers, tout simplement. Et les idéaux premiers, il les munit d'une topologie, et il obtient maintenant un espace topologique, voilà, et avec des fonctions polynomiales qui dépassent largement ce qu'on connaissait nous.
Voilà. Et après, maintenant, il y a beaucoup d'autres tentatives. Alors, je reviens sur quelque chose que je n'avais jamais dit au Tchekoumba, parce que quand je venais, j'avais un projet de géométrie algébrique non commutative. Ce projet. Et la première chose, c'était de travailler sur des polynômes non commutatifs, polynômes sur des corps qui ne sont pas commutatifs. Ce sujet, je l'avais donné à Kenom. Donc, pour développer des polynômes, parce que les polynômes non commutatifs, avec le polynôme commutatif, il y a des cas qui sont très pathologiques. Sur un corps commutatif, un polynôme a un nombre fini de 0. Sur un corps qui n'est pas commutatif, un polynôme degré n peut avoir plus de n degrés distincts. Par exemple, vous prenez le corps de quaternion, qui est engendré par 1, i, j et k. Vous prenez le polynôme x carré plus 1. F de i, c'est 0, parce que i au carré, c'est moins 1. F, j, c'est 0, parce que j au carré, c'est moins 1. F de k, c'est 0. Déjà, il a 3 racines distinctes, alors que le polynôme est degré 2. Et ça, il y a tellement de choses qui ne sont pas encore faites. Il y avait des gens qui ont commencé, après ils ont laissé tomber. Mais il y a des résultats qui sont vraiment très intéressants. L'étude des polynômes sur des corps non commutatifs, ce n'est pas encore. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et surtout maintenant, faire la géométrie algébrique sur ces points. Alors l'autre point, c'est la notion de dimension. Parce qu'ici, on fait la dimension, transcendante. Sur les anneaux, c'est la dimension de Krull. Cette notion de dimension, c'est le sujet que j'avais donné à, comment il s'appelle, celui qui était à IREM, après maintenant à l'ESP. DEM. C'est le sujet que j'avais donné à DEM. Parce que j'ai dit, quand vous travaillez avec des étudiants, il ne faut pas dire qu'est-ce que tu fais. Si tu veux tracer une photo, tu prends l'un, tu lui donnes les mains, sur les cheveux, celui-ci, tu dis allez travailler. Parce que tu profites de leur fraîcheur physique. Quand il vient, c'est une sorte de puzzle, tu le composes. Si tu as l'image que tu veux, à la prochaine génération, tu changes de sujet. Les étudiants, ce n'est pas pour vous vexer, on vous donne votre diplôme. Si vous n'êtes pas crié, vous ne dites pas le professeur vous avez fait. Vous êtes content parce que vous allez trouver du travail, mais le professeur garde le travail. Donc, d'abord, c'est un projet. Ce que je vais faire, vous élaborez ensemble en équipe comme on fait. Vous donnez aux étudiants. Si 3 ans après, ils trouvent, vous changez de sujet. S'ils ne trouvent pas, il faut chercher est-ce que c'est des choses. Si c'est des choses qu'on ne peut pas faire et que le professeur lui-même ne peut pas faire, il ne faut pas le donner. Vous changez de projet. Donc j'étais venu avec ce type de projet, j'avais éclaté un peu. Malheureusement, Kenom, qui est un brillant étudiant, il est parti, il a fait même son DM, mais il est laissé partir. Je vous donne une idée. L'idée, c'était de... comment il s'appelle, c'est Michel qui m'a fait oublier. Alors, regardez les premières difficultés. Si vous avez un corps qui n'est pas commutatif, le quaternion, etc. K n'est pas commutatif. AB n'est pas égal à BA. Vous voulez définir un polynôme. Alors, si vous dites que le coefficient doit être à gauche, donc vous aurez AXN, plus BXN moins 1, après, etc. Mais quand vous multipliez avec un autre polynôme, CX par exemple, alors là, ce C-là, il est ici. Il faut qu'il passe de l'autre côté. Parce que vous présentez, si vous dites que je multiplie à gauche les coefficients, les éléments du corps, c'est à gauche de les déterminer. Quand ils sont à droite, il faut nous dire comment on peut les mettre à gauche. Premier problème. Lui, il avait posé 2 conditions. 2 conditions. Le degré, ce que j'appelle les invariants. Le produit doit être associatif. ABC doit être A fois ABC. 1. Deuxièmement, si vous faites le produit de 2 polynômes, l'un de degré n, l'autre degré m, le produit doit être degré n plus m. Il ne retient que ça. Et dans ce cas, regardez qu'est-ce qui se passe. Ce qu'il faut connaître maintenant, si A est à droite, vous voulez cette forme-là. Il dit, puisque ça c'est un polynôme degré 1, parce que la constante est degré 0, ça doit prendre la forme A'x plus A seconde. Ça doit être un polynôme degré 1. Un polynôme degré 1, l'écriture générale, c'est AX plus B. Et ce A' doit dépendre de A. Et ce A seconde doit dépendre de A. Il cherche la loi de dépendance. La fonction qui a commencé. Il dit,
Imaginons par exemple, d'abord si j'ai qui multiplie A plus B. Ce que je dis, d'une part, ça doit, c'est bon, je dis, ça c'est phi de A, ici c'est G de A. Il dépend de A. Le A' doit dépendre de A. On est bien d'accord. Alors, donc, si je l'écris, ça doit s'écrire phi de A plus B, X plus G de A plus B. Parce que c'est A plus B qui multiplie là, donc il y aura ici une constante qui multiplie X, une constante. Cette constante dépend de A plus B, etc. Mais ça, il s'écrit XA parce qu'il a dit qu'on garde l'associativité et la multiplicité, la distributivité par rapport à gauche et à droite. On doit les garder. Mais ça, ce n'est rien d'autre que phi de A X plus G de A. Et ça, c'est phi de B X plus G de B. Est-ce qu'on est bien d'accord? Et puis ça nous fait phi de A plus phi de B qui multiplie X. Et là, vous avez phi de A plus, G de A plus G de B. Et ça, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que phi est additif, phi de A plus B doit être à phi de A plus phi de B, et que G de A plus B doit être égal à G de A plus G de B. Ces deux fonctions sont additives. Est-ce que vous suivez ce clair? En posant cette condition, il cherche. Maintenant, par rapport à la multiplication, il vient ici. Alors, si vous avez X AB, il doit s'écrire phi de AB X plus G de AB, d'une part. Donc, on doit avoir une constante qui dépend de AB. Mais ça, par définition, c'est XA qui multiplie B, l'associativité. Ça, on sait déjà que c'est G de phi de AX plus G de B. Et le tout, G de A, et le tout qui multiplie B. Alors, quand vous faites ça, ça vous donne tout simplement ici, on multiplie ça par ça nous fait G de A, B, parce que ce sont des éléments du corps, il n'y a pas de problème. Et ici, je fais phi de A, et là, X qui multiplie B, c'est l'associativité. Et là, je le développe. Il s'écrit phi de B. Alors, j'ai ici phi de A qui multiplie phi de B, X, plus G de B. Et puis ici, plus loin, plus G de A qui multiplie B. On est bien d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai? Voilà. Et maintenant, c'est la multiplication. Ça fait phi de A, phi de B, X, plus phi de A, phi de A qui multiplie G de B, plus G de A qui multiplie B. C'est bien ça, hein? Voilà. Et puis, donc, le phi, il est multiplicatif. Phi de AB, c'est phi de A qui multiplie phi de B. Alors que le G, on dit que c'est un phi dérivation. C'est un phi. Si phi était l'identité, alors phi de G, si phi était l'identité, G de AB, ça nous donnera A, G de B, plus G de A qui multiplie B, ça serait la dérivation. Si vous appelez G'. Hein? Donc, on dit que c'est une phi dérivation, c'est-à-dire c'est une dérivation par rapport à l'automorphisme phi. Donc, si vous avez un automorphisme de votre corps commutatif, vous avez une dérivation par rapport à cet automorphisme. Vous pouvez définir sur ce corps qui n'est pas commutatif une notion d'anneau, de polynôme. Le problème qui se pose, calculer les erreurs d'un tel polynôme, calculer le PGCD de deux polynômes, le PPCM de deux polynômes, etc., qui sont des choses vraiment très intéressantes pour développer ce qu'on appelle une géométrie algébrique non commutative. On avait commencé ça un peu avec la fille qui venait de Saint-Louis, voilà, l'année dernière, qui est une fille très excellente, voilà, qui a essayé de répondre à pas mal de questions de ce type. Voilà, donc je m'arrête là pour vous dire tout simplement que voilà ce que je vous ai dit. La mathématique, c'est quelque chose de très intéressant, mais il ne faut jamais dire, hein, il faut l'aimer.
Il faut l'aimer. Vous ne l'aimez pas, vous ne pouvez pas faire de mathématiques. Si vous vous comparez aussi à vos amis qui ont laissé les mathématiques, qui ont fait du commerce et qui gagnent des milliards, là aussi, du commerce. On ne cherche pas les mathématiques, l'argent avec le savoir. Non. Si cherche de l'argent, il faut aller faire du commerce. Le commerçant, c'est lui qui cherche l'argent. Un étudiant, il cherche le savoir. Échouer, c'est chercher le savoir, ne l'a pas avoir des millions. C'est celui-là qui a échoué. Échouer, c'est obtenir ce que tu ne cherchais pas. C'est exactement ça. Voilà, donc merci. Si vous avez des questions, c'est à votre disposition. Voilà. Voilà, je l'ai coupé un peu par souci de... Comme il y a des étudiants de M1, etc. Alors, j'évite, parce que je leur ai dit que quand je dis exemple, l'exemple, d'ailleurs, je leur ai donné un exemple que je vais changer. Quand vous écrivez un livre, vous dites exemple, l'étudiant doit se mettre dans son lit, le lire et le comprendre. Sinon, ce n'est plus un exemple, c'est un exercice. Voilà, il y a des problèmes très pédagogiques. Et on a des étudiants de M1 qu'on veut initier à la géométrie algébrique. Ce que je voulais, c'est faire l'histoire de la géométrie, les questions les plus importantes. D'ailleurs, avec M1, cette année, je commence avec des choses élémentaires, c'est les courbes. Comment les tracer, des courbes paramétrées. Et comment passer de la paramétrisation aux équations algébriques pour les courbes-là. Et comment reconnaître aussi qu'une courbe paramétrée est bien une courbe algébrique. C'est-à-dire qu'on peut l'écrire avec des équations. C'est des questions très difficiles, hein, qui ne sont pas faciles. Mais pour avoir la main, il faut faire beaucoup d'exercices. C'est pourquoi j'ai insisté pour qu'on fasse beaucoup d'exercices. Avec les étudiants aussi. Je crois la semaine dernière de M2. Parce que quelquefois, ils ont des erreurs, parce que Djahabi est là. Je dis qu'il y a même des choses, il faut, quand on ne connaît pas l'histoire, c'est l'intégrale au sens de Riemann. Je vais donner un exemple. L'intégrale au sens de Lebesgue. Les étudiants, ils viennent, ils ne savent pas quelle est la différence. Alors qu'ils intègrent de la même manière depuis le lycée jusqu'en licence. Mais il doit se connaître. Mais quelle est la différence? La fonction qu'on me donne, par exemple, l'intégrale de x, je l'ai fait au lycée. Un peu, on me dit l'intégrale de Riemann, je l'ai fait. Lebesgue, c'est la même chose. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Exemple pour dire que Riemann, quand il commençait, il avait décidé de donner un sens à certaines aires. Et il dit que l'aire existe si la somme de Darboux supérieure est égale à la somme de Darboux inférieure. Donc il a une catégorie de surfaces pour lesquelles il donne la notion d'aire. Pour d'autres, il dit je ne sais pas. Et puis la deuxième chose, c'est que le Newton, il travaille aussi avec le Newton, le Leibniz, qui sont des physiciens. Et l'intégrale est liée aussi à des phénomènes physiques, c'est le travail. Quand tu calcules le travail, tu intègres. Et on dit que même le physicien de X' dit que c'est la surface balayée par. Quand tu multiplies longueur par largeur, c'est la surface balayée par, suivant quelque chose, hein, qui balaye. Et les physiciens commencent à poser des questions. Si vous avez une suite de fonctions, comme ça, chacune intégrable au sens de Riemann, qui converge vers une fonction f, on peut savoir que cette fonction f existe sans qu'on ait là en main. Il suffit que le critère de Cauchy soit vérifié, tout simplement. La limite existe, même si on ne la connaît pas. Et si chacune d'elles est intégrable au sens de Riemann, première question, cette fonction qu'on ne voit pas, est-ce qu'elle est intégrable au sens de Riemann? Dans le cas où elle est intégrable au sens de Riemann, est-ce qu'on peut intégrer le Fn et faire tendre ça vers l'infini pour obtenir ça? Est-ce qu'elle est intégrable? Est-ce que son intégrale s'obtient sous forme de limite? La réponse de Riemann en MP1, MP2 est claire. Il faut que la convergence soit uniforme. C'est bon mathématiquement. Le physicien n'est pas content. Convergence uniforme, c'est de voir une courbe qui a une infinité de points et tous ces points-là convergent de manière uniforme vers une autre courbe. Qui peut observer ça parmi nous? Il n'y a pas de matériel physique qui peut nous permettre de regarder une infinité de points qui bougent en même temps et s'assurer de l'uniformité de la convergence. Ce qui est immédiatement possible, c'est la convergence simple. Tu suis un point, jusqu'à ce qu'elle arrive, tu suis un autre point. Et Riemann ne pouvait pas nous donner une réponse. Lebesgue a donné la réponse. La convergence simple avec la domination. C'est pourquoi c'était beaucoup plus satisfaisant. Pourquoi tous ces problèmes? Je leur ai donné ça. Le problème, c'est ça. Si vous avez ici 0,1, ici 0,1, ici c'est la fonction f de x est égale à 1,
Riemann nous dit que ceci a une surface. De toute façon, la somme de d'arbres supérieurs c'est 1, la somme de d'arbres inférieurs c'est 1, parce que c'est une fonction constante. Alors, mais, si vous dites qu'au niveau de chaque nombre rationnel, compris ici, je fais une fissure, c'est 0. Ça veut dire, vous prenez f de x, c'est 1, si x n'appartient pas à qui inter 0,1. C'est 0 si x appartient à qui inter 0,1. Ça veut dire que partout où il y a rationnel, je fais une fissure. C'est des fissures. La première surface. Vous dites à Riemann, quelle est la surface de ça après ces fissures? Il dit, je ne peux pas parler parce que la somme de Darboux inférieure, c'est 0. Parce que qui est dense? Dans chaque intervalle, il y a un nombre rationnel. Et la somme de Darboux supérieure, c'est 1. Les deux ne sont pas les mêmes, donc pour moi, ça n'a pas de surface. Lebesgue prend le contre-pied. Il dit, je définis d'abord, pour moi, des ensembles qui sont mesurables. Et j'enrichis mon ensemble de manière à tous les ensembles qui étaient mesurables au sens de Riemann le soient. Et là où ce pas se prononcer, je me prononce. Et là, il constate tout simplement, là où il y a des fissures, c'est un nombre, c'est un ensemble dénombrable, mais qui est donc négligeable. Et sa mesure est nulle. La surface ne change pas, c'est toujours 1. C'est important. Alors, mais je ne comprends pas. Quand vous commencez à comprendre, j'explique aux étudiants quelques exemples, ça ne coûte rien. C'est pourquoi cette année, je commence avec des courbes. Je dis aux étudiants, patientez, il ne faut pas dire que c'est simple, mais c'est bon, c'est pour avoir la main. Et après, ça vous permettra de comprendre le cours de Lamine. Voilà, voilà, quand ça vous permet de comprendre un peu l'abstrait. Voilà, merci. Les questions, il y a des questions? Bon, mais je vais même improviser. Chairman. Ah, d'accord. D'accord. Okay. Bon, alors, je pense que ça vaut la peine quand même d'organiser ces conférences-là. De toute façon, on avait l'habitude de le faire pour le labo. Tous les jeudis, on faisait cet exposé-là. Mais en ces temps, il n'y avait qu'une seule équipe. Avec le fait que le labo a grandi, il y a plusieurs équipes maintenant. Donc, chacun a son séminaire. Son séminaire, voilà. Mais ce qu'on veut, c'est que vraiment, de devenir ce séminaire-là, qui soit un séminaire mensuel, où on va discuter, pas de sujet vraiment spécifique, mais un sujet qui concerne l'ensemble des... accessible à tout le monde. L'ensemble des mathématiques, mais qui porte sur des concepts. Ou bien sur l'histoire. Je pense que c'est important, on ne peut pas enseigner les mathématiques si on ne connaît pas l'histoire des notions. Ou bien, voilà. Donc, les concepts, on doit les comprendre si on veut vraiment enseigner les mathématiques. Je pense que ce qu'elle a fait aujourd'hui montre bien que ça valait la peine d'organiser ce séminaire-là. Donc, encore, professeur, merci. Nous vous remercions. Et nous souhaitons que vous restez encore parmi nous. Je sais pas, nous ne sommes pas. C'est des gens qui croient que... Non, mais moi, ma philosophie est claire. Je suis enseignant, je suis mathématicien. Enseignant mathématicien, pour moi, ce ne sont pas des adjectifs, c'est des attributs. Ça fait partie de ma définition. Je suis enseignant, ce n'est pas parce que je travaille à l'Université Anta Diop Dakar. J'ai un contrat, c'est en tant qu'enseignant menuisier, l'Université Anta Diop m'a fait une commande. Mais cela ne m'empêche pas que je suis menuisier. Est-ce que je dois prendre ma commande seulement de l'Université Anta Diop de Dakar? Je suis mathématicien parce que ça fait partie de ma définition. Voilà. Donc je le fais parce que je ne sais pas quoi encore faire. Sinon, j'ai consacré ma vie à ça. Je resterai mathématicien donc, en tant qu'attribut. C'est un attribut, ce n'est pas un adjectif. Voilà, donc je suis tous à votre disposition. Et puis je remercie aussi tous les membres de l'équipe. Parce que ce que je souhaitais, que l'équipe grandit. Maintenant, il y a des séminaires, un séminaire de Tchekomba, un séminaire de Djankar, comment il s'appelle encore bon, il y a encore ceux qui travaillent avec Moawiya, bien sûr, son séminaire. Il y a aussi les étudiants qui travaillent en co-direction avec Rushdie, qui travaillent sur des sujets très intéressants. Et là aussi, je dis, parce que je n'ai pas parlé d'eux, là aussi, c'était le problème, parce que la géométrie est très vaste. Rushdie travaille sur des problèmes suscités par la géométrie. Par la géométrie. Hein? Parce que les gens avaient dit, la droite est représentée par un corps R. Et puis, les opérations du corps
ont des interprétations géométriques. Quand tu fais l'addition, c'est la translation sur la droite. Le plan, il y a un corps qui représente le plan, c'est C. Et les opérateurs de opération du corps représentent toutes les propriétés géométriques. La rotation, c'est multiplié par un nombre complexe de module 1. Quand tu ajoutes ces rotations, les homothéties, etc. Mais à un moment donné, les gens ont dit, est-ce qu'on peut trouver un corps qui représenterait l'espace de dimension 3 sur R? Ils sont cassés les dents, ils n'ont pas pu. Et donc, on passe à dimension 4 maintenant pour voir. Est-ce que l'espace de dimension 4 peut être représenté par un corps? Ils ont trouvé le quaternion. 5, ils n'ont pas trouvé. 6, ils n'ont pas trouvé. C'est-à-dire que le mathématicien, il se décourage. Quand ça ne marche, il continue son chemin. 7, ils n'ont pas trouvé. 8, ils ont trouvé les octonions, qui représentent l'espace de dimension 4. Mais à chaque fois, on perd une propriété. R est ordonné, C n'est pas ordonné. On passe au quaternion, on perd la commutativité. On passe aux octonions, on perd l'associativité, etc. Alors, le problème qui se pose maintenant, c'est la conjecture. C'est, est-ce qu'un espace qui est représenté par un corps, sa dimension sur R, doit être de la forme 2 à la puissance n? Parce que ça existe pour R, c'est 2 à la puissance 0, c'est 1. Pour C, c'est 2. Quaternion, c'est 4. Octonion, c'est 8. C'était la conjecture. Et Rushdie, quand nous était, il s'est attaqué à la dimension 8. Dimension 2, on sait que c'est C à isomorphe près. Dimension 4, on a trouvé tous les corps des quaternions qui ne sont pas 2 à 2 isomorphes. On les a caractérisés. Dimension 8, jusqu'à présent, rien n'est encore fait. Lui, il s'était attaqué à ça. Mais ce n'est pas comme maintenant. Là-bas, on recevait beaucoup de mathématiciens. Il y avait des séminaires, on discutait. Donc, tu discutes avec des gens. Il a trouvé des résultats très intéressants. Des résultats très, très intéressants. Donc, il vient accompagner. Donc, c'est un collaborateur de Djankhe et de Tchokumba. De l'autre aussi. Bon, chacun maintenant a son séminaire, c'est ce que je souhaitais. Alors moi, ce n'est pas seulement moi, mais il faudra que chaque mois, ou chaque bimestre, qu'on invite quelqu'un qui parle des grands concepts des mathématiques, des grands concepts. Hein? Parce que passer professeur, c'est une chose. Hein? Mais être mathématicien, il nous faut notre hadra. Alors, on a laissé le vendredi pour les musulmans, le samedi pour le Coran, donc on a notre jeudi. Il faut qu'on fasse notre hadra, qu'on sache qu'on est Nugitidara. Hein? Et c'est important, de temps en temps, on peut inviter quelqu'un d'autre de l'extérieur, nous parler de son domaine, discuter avec lui, etc. Bon, sinon, si on vous laisse, vous risquez de vous décourager. Hein? Et ça, on ne peut pas prendre des jeunes. Et c'est ce que j'avais dit à Tchokumba, je l'ai rappelé. Quand je les ai pris, à un moment donné, j'avais un problème de conscience. Je prends des étudiants brillants qui ont leur maîtrise, qui auraient pu faire autre chose, aller enseigner, etc. Je dis, acceptez d'être mon talibé, ils viennent. À un moment donné, s'ils ne prennent pas leur thèse, j'aurais brisé l'avenir. Donc, est-ce que l'on atteint? Et je touche du bois, Dieu merci. Quand ils ont commencé, je leur avais dit que je vous jure, je ne vous laisserai pas tant que vous ne serez pas tous professeurs, Kames. C'était au bureau de date. Xëy na dama doon wax ni bon yàlla dimbaloon ci donc maa ngi souhaité nga am lu mel noonu ak vos étudiants. En tout cas, ils m'ont honoré. C'est ce que je veux dire. Ils m'ont vraiment honoré. Voilà, merci beaucoup.